Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. J'ai vu que la première vidéo de la chaîne vous a vraiment plu, même si elle part d'une énorme vanne. Voilà, je me dis qu'il faut que je continue sur cette lancée et donc il faut pas que je perde de temps pour ressortir d'autres vidéos. Donc là, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Si la première vidéo était vraiment humoristique et purement absurde, là, je vais essayer d'aborder quelque chose qui me tient à cœur. On va parler d'un film qui pour moi est un film vraiment culte, ou en tout cas qu'il faut voir. C'est le Miami Vice de Michael Mann de 2006. Donc c'est un film qui est évidemment tiré de la série éponyme de 1980, à laquelle Michael Mann avait déjà participé, je crois qu'il était producteur. En tout cas, moi je considère que ce film a joué un rôle très important dans un avant et un après de ce qu'était le cinéma d'action, en tout cas le cinéma avec de l'action. Il représente une véritable révolution dans ce genre. À sa sortie, le film a subi différentes critiques. En tout cas, Miami Vice est aujourd'hui souvent réévalué en tant qu'œuvre majeure qui équivaut finalement à un tournant dans ce genre. Je vais d'abord essayer de vous expliquer pourquoi j'aime ce film. C'est un film qui a une esthétique vraiment unique, très particulière, très nocturne. L'une des premières choses qui frappe dans Miami Vice, c'est vraiment sa photographie. Michael Mann a choisi d'utiliser des caméras numériques haute définition. C'est un choix audacieux pour l'époque qui confère en fait au film, on va dire, un aspect souvent granuleux. Parce qu'il y a beaucoup de scènes de nuit et donc avec ce genre de caméra au début des années 2000, ces caméras numériques, il y avait du bruit qui se créait et qui donne justement cet aspect extrêmement granuleux sur beaucoup de plans que j'aime beaucoup. En tout cas, ce bruit numérique n'est pas, selon moi, un défaut, mais plutôt une qualité. Ça renforce l'atmosphère qu'il y a dans différentes scènes et ça renforce vraiment l'immersion qu'on a au milieu du film. La caméra capte assez bien l'ensemble de l'atmosphère urbaine, que ce soit les néons, les soleils couchants. On a vraiment l'impression d'être immergé dans la scène d'action. On a vraiment l'impression d'être immergé dans ce que l'on voit à l'écran, que ce soit les voitures. Il y a des scènes de course-poursuite vraiment de fou. En tout cas, tout cela contribue à créer une atmosphère, on va dire, qui encapsule vraiment ce que l'on imagine quand on pense à Miami, de nuit, au début des années 2000. C'est le film parfait si on veut se replonger dans ce genre d'esthétique, dans ce genre de période. Et il y a vraiment quelque chose de topique, je trouve, dans ce film. On a vraiment une forme d'immersion. Et chaque plan est réfléchi pour la maintenir. Que ce soit des plans très larges qui dévoilent vraiment l'ensemble de la zone urbaine, ou en tout cas l'ensemble d'un coucher de soleil, d'une zone, ça montre vraiment des horizons, un large panel, on va dire, de plans, de paysages. Mais on a également des plans très resserrés, des plans, on a des plans poitrine, des gros plans sur les différents personnages, et des plans qui changent souvent de perspective. On va avoir un plan de face, qui bascule ensuite d'un seul coup à 3/4 face, où on va voir justement les personnages dans une même scène, sous différents angles, ce qui confère au film une dimension qui paraît finalement presque documentaire. Une autre chose qui pour moi compte vraiment dans ce film et qui pour moi en fait un excellent film, c'est la bande-son. La musique joue un rôle vraiment essentiel dans Miami Vice, dans beaucoup de films de Michael Mann, et le film débute finalement sur une scène dans une boîte de nuit où on entend du Linkin Park. Mais pas n'importe quel son, on entend Numb encore, mais la version avec Jay-Z. Et pour la petite anecdote, je vous renvoie à la vidéo du Règlement, qui avait fait une vidéo explicative sur l'histoire de cet album, de cette connexion entre Linkin Park et Jay-Z. Bref, en tout cas, il y a vraiment des choix musicaux que Michael Mann fait qui sont à chaque fois très judicieux. La scène de boîte de nuit, la scène d'entrée, on a vraiment l'impression d'être immergé dans la boîte de nuit parce que on entend finalement des erreurs ou en tout cas des transitions que peut faire un DJ. Il n'y a pas de raté, on va dire, mais on entend à certains moments des trucs qui pourraient vraiment avoir lieu en boîte de nuit, des transitions où c'est pas les musiques qui switchent comme dans une playlist comme on en entend souvent dans n'importe quel film. Il y a vraiment un travail pour que la bande-son soit extrêmement réaliste. Un autre point, et c'est peut-être un des points qui pêche, si on peut dire, dans ce film, en tout cas c'est ce que la critique a énormément reproché au film à l'époque, c'est la narration. Ça exige un effort du spectateur pour s'intégrer vraiment pleinement dans le film. Miami Vice ne perd pas de temps, finalement, avec des expressions, en tout cas des explications inutiles du point de vue des personnages, de leur histoire, etc. Il n'y a pas de scène explicative. On est
immergé, on est lancé directement dès la première scène dans un conflit d'intérêts, dans une boîte de nuit. La tension est directement palpable et on comprend finalement au fur et à mesure les différents enjeux. C'est un film qui ne mâche pas ses mots, c'est un film qui ne mâche pas son récit. Il demande finalement au spectateur de s'adapter à ce qu'on lui montre. C'est pas forcément un film dans lequel on va s'attacher au personnage. Et encore, je trouve qu'on s'attache au personnage. Mais le spectateur doit trouver ses propres repères. Il n'y a pas des repères déjà créés, on va dire, qui nous permettent une identification au personnage, qui nous permettent de mieux comprendre un background, une histoire, tout ça. C'est pas le cas du tout. On est plongé dans un univers qui est en mouvement et dans lequel on assiste juste à une petite portion. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai vu ça dans une vidéo, je savais pas du tout, mais Colin Farrell n'a pas apprécié du tout, en fait. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, Colin Farrell n'a pas apprécié l'ensemble du film. C'est pas un film qui lui a plu lorsqu'il a pu voir la version finie, parce qu'il trouve justement qu'il y a un manque de scènes d'amitié, de scènes topiques, ou même de scènes d'humour, qui ferait qu'on s'attacherait plus finalement au personnage. Mais moi, je trouve que c'est un choix qui est judicieux de la part de Michael Mann, d'avoir totalement enlevé ce genre de scène du scénario. Il y en a pas du tout, mais pas du tout. On n'a pas de scène d'humour où les deux, d'un seul coup, font une blague un peu grasse, par exemple comme dans un Tarantino, ou alors une discussion un peu triviale autour de hamburgers, alors qu'ils sont dans une course-poursuite. Il n'y a rien de tout ça. Les personnages, donc Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, qui sont incarnés par Colin Farrell et donc Jamie Foxx, sont des personnages qui sont définis par leur métier, qui sont définis par leur code de conduite qu'ils incarnent, et non pas par des moments d'amitié ou des moments de camaraderie, si on peut dire, qui seraient finalement artificiels. L'humour ou les scènes d'amitié auraient brisé, je pense, cette tension qu'on a tout au long du film. Ça aurait affaibli le récit et le réalisme cru, le réalisme brut qu'on a dans ce film et qui a en fait toute sa singularité. On va maintenant essayer de parler des réactions de la critique. L'incompréhension initiale et, par la suite, la réhabilitation, en tout cas la réévaluation de ce que valait vraiment ce film. La réception initiale était assez mauvaise, plutôt mitigée en tout cas. À sa sortie, ça a vraiment divisé dans les critiques. Certains ont salué son style qui était vraiment audacieux, son style visuel et son ambiance immersive, mais beaucoup ont critiqué justement son manque de développement des personnages. Son intrigue était aussi, en fait, on va pas se cacher, c'est une intrigue qui est quand même assez plate. C'est vrai qu'il y a différents moments où ça va s'éterniser d'un seul coup sur une petite partie d'une histoire, on en perd ce qui était censé être un élément central de la trame, pour au final le retrouver après, mais c'est vrai que le récit est un petit peu confus. Mais on reprochait à Michael Mann d'avoir fait primer l'esthétique de son film sur un quelconque récit, et une vraie semblance de la trame. Il est vrai que le film ne suit pas une structure narrative classique, ce qui peut dérouter. Le public n'est pas forcément averti à l'avance sur la manière dont le film va se dérouler, c'est évident. Et il n'est pas habitué à ce genre de récit peu linéaire, surtout dans un film d'action. Cette réception mitigée a également été amplifiée par le fait qu'il s'agit d'une adaptation d'une série télévisée avec une trame plutôt classique. On s'attend justement à ce que ce soit une version filmique, une version adaptée de la série, alors que ça reprend vraiment des codes opposés. Si la série est extrêmement colorée, on a ici des scènes de nuit, des scènes très sombres, et vraiment une trivialité très... Putain, je me fais craquer mes doigts. Mais le film a été réévalué avec le temps, comme beaucoup de films évidemment, et aujourd'hui Miami Vice est largement considéré, on va dire, comme une œuvre culte. Les critiques modernes reconnaissent vraiment l'audace de Michael Mann, qui a repoussé les limites du genre du film d'action, en tout cas du film avec de l'action, parce que c'est compliqué. C'est ce que j'ai pu lire dans différentes critiques. On peut pas vraiment le catégoriser en tant que film d'action parce qu'il n'y a pas de l'action tout le temps. C'est plutôt un film avec énormément d'action, mais qui n'est pas vraiment intégré dans le genre du film d'action. Bref. Les scènes d'action, justement, dans le film se distinguent par leur brutalité, leur réalisme. Il y a vraiment une immersion totale du spectateur qui se fait durant les scènes de fusillade. C'est assez frappant d'ailleurs, parce que ce qui fait que le film n'est pas vraiment un film d'action, c'est qu'on n'a pas une tension qui est permanente. Il y a des moments où ça redescend fortement, il y a des moments où c'est assez plat, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ce qui catégorise le film, c'est que toutes les scènes d'action ont vraiment une tension qui est au summum. Elles nous prennent au cœur, elles nous prennent aux tripes, il y a vraiment quelque chose de puissant. En tout cas, ça laisse le spectateur à bout de souffle. Chaque coup de feu est vraiment ressenti, chaque impact est montré avec, on va dire, une précision qui est clinique. Il n'y a pas de place pour la glorification de la violence. Ici, tout est brut, tout est réaliste, et on a vraiment une forme d'authenticité de ce qu'on voit à l'écran. C'est ce qu'on peut voir dans deux scènes. Il y a déjà une scène où on entend les coups de feu, et on voit toute une voiture se faire déglinguer de l'intérieur. Et vraiment, moi, cette scène-là, la première fois que je l'ai vue, m'a, on va dire, choqué. Parce que je la trouvais extrêmement réaliste.
pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir au cinéma, hormis dans certains films de Tarantino comme Reservoir Dogs de manière analogue. Il y a une scène d'otage à 1h40 qui est extrêmement stressante, extrêmement oppressante. Elle est rapide, on a l'impression d'y être, tout est millimétré, la mort, la réaction des personnages, la négociation, le sentiment de panique. Justement, la caméra qui se rapproche et qui s'éloigne après de Jamie Foxx comme pour souligner son stress. Je trouve que c'est une mise en scène qui est extrêmement réaliste, ou en tout cas qui permet vraiment, encore une fois, de s'immerger totalement dans le film. Ça renouvelle totalement ce que l'on considère comme le genre de l'action. L'avant Miami Vice, si on pouvait le catégoriser, donc avant 2006, c'était des films d'action qui étaient souvent dominés par des récits linéaires, des héros stéréotypés et une esthétique qui était souvent très clean, très propre. On peut penser par exemple à Gladiator. Par exemple, dans Gladiator, qui date de 2000, on a vraiment ce récit linéaire d'un héros qui, c'est pas forcément une vengeance, mais voilà. Vous avez vu Gladiator, vous savez très bien de quoi je veux parler, c'est quand même un très bon film, mais c'est vrai que le récit est linéaire. Ici, il n'y a pas du tout cette action et cette trame stéréotypée. Les grandes productions hollywoodiennes, en fait, misaient énormément sur les effets spéciaux. Des effets spéciaux spectaculaires et des intrigues accessibles pour toucher le plus large public. Et ici, ça a un petit peu changé avec Miami Vice parce qu'on a un récit qui n'est pas linéaire. On a un premier film d'action qui est en fait un film d'action d'auteur. Et c'est ça qui change. Après Miami Vice, Michael Mann a ouvert la voie à, on va dire, un nouveau genre au sein du film d'action, une nouvelle approche du film d'action. Il a montré que le film d'action pouvait être tout aussi expérimental que le film d'auteur, qu'il pouvait mélanger réalisme et stylisme, ou en tout cas stylisation de ce que l'on voit à l'écran, et qu'il pouvait finalement exiger une véritable implication du spectateur. Parce que c'est bien ce qu'on retrouve ici. Des films comme Sicario en 2015 de Denis Villeneuve ou même Drive en 2011 portent justement l'influence notable qu'a pu avoir ce film de Michael Mann. Par ailleurs, on va pouvoir s'interroger sur ce qui fait que le film est atypique. Il y a différentes intrigues parallèles qui se créent tout au long du film. Un des aspects les plus singuliers de Miami Vice, c'est justement un choix d'accorder un temps conséquent à une intrigue parallèle, à une intrigue annexe. On va par exemple parler de la romance entre Sonny Crockett, donc joué par Colin Farrell, et Isabella, qui est jouée par Gong Li, qui est donc l'associée de Rosé Hierro. Cette relation occupe une place qui est quand même majeure à l'écran, mais le début de leur relation ne se fait qu'au milieu du film. Le film dure 2h19. Au milieu du film, on a, on va dire, une intrigue annexe qui dure pendant 15 minutes, où on a juste des scènes de romance, d'un amour naissant. Cette relation naissante occupe une place qui est donc majeure au sein du film. On a l'impression de pénétrer dans une réelle bulle d'intimité. On voit les deux personnages comme si ce qui se déroulait entre Crockett et Isabella était trop privé pour être exposé, mais qu'on y était exposé quand même. Le plan se resserre, les dialogues deviennent presque murmurés. La bande-son est souvent marquée par des morceaux, on va dire, latinos, mais mélancoliques. Donc avec une forme de sensualité assez forte qui exacerbe vraiment cette passion qu'on voit naître à l'écran. Par exemple, il y a la scène où Crockett et Isabella partent en bateau vers Cuba, qui est à la fois contemplative et sensuelle, alors que le bateau fait des bonds, mais comme pas possible, et ça contraste radicalement avec le reste du film, en apportant une douceur, vraiment une forme de sensualité qu'on a au milieu du film, comme un avant et un après. L'avant qui est toute l'amorce de ce qui va se passer avant le climax, et ici, cette petite partie qui dure 15 minutes, qui est juste là pour que le spectateur puisse souffler et avoir un brin d'amour, on va dire un petit moment d'amour avec les différents personnages. La romance ici n'est pas un simple prétexte narratif, ou en tout cas elle n'est pas superflue à l'écran, elle sert vraiment à montrer que même dans un univers aussi brutal et froid que celui dans lequel on voit évoluer nos personnages, il y a une forme de connexion qui peut se créer, une forme de vulnérabilité qui finalement caractérise tout ce qui se passe dans la seconde partie du film. Cette intimité, vraiment sensuelle, renforce le réalisme émotionnel du film. Bon, j'ai eu un petit problème avec ma caméra, je sais pas du tout si je l'ai bien remise ou en tout cas dans le même axe que précédemment, mais bon, j'espère que c'est bon. Je sais plus où j'en étais. En tout cas, ce moment sensuel illustre vraiment un changement dans le film, une intimité qui est presque une vraie parenthèse sentimentale qui se fait au milieu du film, qui rend la violence et le dénouement d'autant plus percutants.
Ça nous amène à penser toute une théorisation finalement de l'esthétique. Des choix que Mann fait qui permettent de mieux amener certains éléments de la trame, de mieux amener son réalisme très cru. L'un des plus grands atouts de Miami Vice, c'est son souci du réalisme, qui transparaît dans tous les aspects du film, qu'il s'agisse des déplacements des personnages, de leurs interactions ou de toutes les scènes d'action. Michael Mann est connu pour sa rigueur, qui est quasiment documentaire. C'est-à-dire qu'il a fait suivre à ses acteurs ici une formation qui visait à leur apprendre parfaitement comment se font les négociations, comme ça, dans du trafic, vis-à-vis de la police. Et donc, il fait suivre une formation à ses acteurs assez intensive pour les préparer à mieux incarner le rôle des agents infiltrés de manière crédible. Colin Farrell et Jamie Foxx ont notamment travaillé avec d'anciens policiers et des agents fédéraux pour apprendre à se déplacer, à mieux tenir les armes et à adopter des comportements qui sont réalistes en mission. On voit une précision qui est presque militaire dans leur manière de se déplacer lorsqu'ils tiennent des armes, qui découle finalement juste de la volonté de Mann d'avoir un film réaliste. Les acteurs bougent de manière fluide, professionnelle, comme s'ils avaient réellement vécu dans cet univers. Et ça sert justement à immerger le spectateur encore plus dans cet univers où chaque geste semble peser, semble être vraiment calculé. Ce réalisme s'étend également aux scènes de violence pure et dure. On retrouve vraiment ce réalisme partout dans le film, et surtout dans les scènes de violence, surtout dans les scènes de fusillade. Mann a insisté pour capturer le son réel des armes à feu. Et je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre quand on entend des vraies armes à feu, que l'on entend le bruit que font vraiment les mitraillettes, le bruit des balles à l'écran. On n'a pas l'habitude. C'est des bruitages qui sont rajoutés souvent, et ici, il les capture au plus près en mettant des micros. Il y a également une approche documentaire de l'univers criminel. Mann ne s'est pas contenté de s'appuyer sur la fiction, il a également effectué des recherches approfondies sur le trafic de drogue et les réseaux internationaux. Le réalisme du film ne se limite donc pas aux actions des personnages, mais il s'étend vraiment à ce que l'on pourrait qualifier d'une perspective filmo-documentaire, ou en tout cas fictio. Ça veut rien dire ce que je dis, en tout cas il y a une perspective documentaire au sein de ce film qui est une fiction. La manière dont les opérations criminelles se déroulent, la manière dont la police intervient, sont le plus réalistes possible. Et évidemment, c'est un petit peu embelli, c'est un petit peu hollywoodianisé, si on peut dire. For me, impossible. Mais en tout cas, il y a cette forme d'authenticité et de réalisme qui transparaît toujours à l'écran. Parce que c'est vrai qu'on a cette impression des fois que les personnages dans Miami Vice sont trop crus et qui n'ont pas d'émotion. Mais dans ce genre de monde, il n'y a pas de place pour l'émotion. Les premières interactions sont basées sur la froideur des sentiments, vraiment comme au poker. En tout cas, cela fait de Miami Vice une œuvre où chaque détail, où chaque choix esthétique et narratif a un sens et contribue justement à l'expérience sensible du spectateur. Et c'est pour ça que ce film me touche vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui change de la toute première. Je vous cache pas que c'est parce que j'adore le cinéma. Je fais mes études en partie dans le cinéma. J'aborderai ça plus tard si je commence à percer et tout, ça peut être intéressant. Mais bon, je vais pas dévoiler ma vie alors que j'ai posté que 2 vidéos. Et je voulais partager ce film qui, je trouve, n'a pas sa place dans le panthéon des gens. Et il devrait avoir sa place. Même si c'est dur de se plonger dans le film, c'est... Évidemment, j'ai fait une analyse qui est subjective. C'est vrai que c'est un film qui est quand même dur à regarder, il est assez long, et il faut vraiment faire le choix, ou en tout cas vraiment avoir la volonté de s'immerger dans cet univers qui est totalement nouveau, qui continue de bouger après qu'on ait arrêté de regarder le film. On a en tout cas cette impression-là. Comme d'habitude, mettez un maximum de pouces bleus. Vous êtes habitués sur YouTube, mais ça me référence dans l'algorithme, et c'est ça qui compte. Pour bien finir la vidéo, le halva, parce que je l'aurai bientôt fini, on va prendre au couteau. Putain, il commence à faire de l'huile un peu. Et je vais faire une dégustation. Parce que le dernier, j'ai eu, pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, j'ai eu un peu qu'un seul commentaire de hate sur la première vidéo, qui disait que je faisais de l'ASMR, que la vidéo avait été rédigée avec ChatGPT, que je lisais trop mon texte. Tout ce qui a été dit, je m'en... Rien à foutre. Bref, en tout cas, bonne dégustation à moi. Et on finit la vidéo en ASMR.